bienvenue à Culture Active. Je m'appelle Marie Vaillancourt-Laporte, je suis coordonnatrice à la médiation culturelle au Centre d'art Jacques et Michel Auger et je suis en compagnie de Gabrielle Mondor. Allô Gabrielle. Allô, allô. Merci d'être là. Je vais te présenter brièvement, mais en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais tu es un artiste de la relève. Tu as étudié en art visuel à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Tu résides encore à Trois-Rivières. Je pense que tu es très impliquée dans la communauté artistique de Trois-Rivières aussi. Et là, tu nous présentes ton exposition à Victoriaville jusqu'au 8 mars. Ça s'appelle Projet Samotte. Est-ce que tu peux me dire comment ça a commencé, ce projet-là? Bon, le projet Samotte, ça commence par une montagne de neige que j'ai fabriquée, puis j'ai créé une installation comme immersive à l'intérieur, multidisciplinaire, où les gens étaient invités à aller vivre cette expérience-là à l'intérieur. J'ai ouvert ça 2 semaines de temps. Puis, les personnes, il y avait en fait des consignes pour pouvoir rentrer à l'intérieur, pour pouvoir vivre ça. Les consignes, il y en avait 2, 3. La première, c'était qu'ils rentraient tout seuls. Parce que je voulais que leur témoignage, en fait, leur expérience, je voulais que ça leur appartienne. Que des fois, on peut être influencé par par l'expérience de l'autre. Des fois, on est même déconcentré par comment ils vivent les choses. Fait que je voulais que c'était quelque chose qui leur appartenait à eux. Puis personne ne pouvait... C'est juste eux qui vivaient ça. Il y a ça. Il restait le temps qu'ils voulaient dedans. Fait que ça pouvait durer 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, une nuit s'ils veulent. Mais quand ils ressortent, ils ne peuvent plus jamais rentrer. Il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas de téléphone cellulaire. Fait que ce qu'ils vivent, c'est sensoriellement, c'est eux qui vivent ça, tu sais. Puis il n'y a aucune manière de s'en rappeler que par leur sens, au final, par leur mémoire. Puis la dernière étape, c'était que j'archive leur témoignage. En fait, quand ils ressortent, après une journée, 1 semaine, puis 1 mois. Fait que je retournais chez eux, puis j'archivais un peu. Je leur demandais de témoigner de ce qu'ils se rappelaient avoir vécu à l'intérieur de la montagne. OK. Donc là, ce qu'on va voir dans l'exposition, c'est pas ça. La montagne de neige, tu l'as construite pas dans un musée, pas dans un lieu culturel. Elle n'existe plus, hein, parce qu'elle a fondu. C'est ça. Pourquoi tu as choisi la neige comme matériau pour faire ça? La neige, c'est un genre c'est quelque chose qui me fascinait parce que, surtout au Québec, où culturellement, la neige, c'est comme un genre de... Il y a comme deux choses qui cohabitent, deux mots-clés qui, pour moi, sont comme contradictoires dans la neige ou dans comment je me définis la neige, qui est comme tout le rapport à l'éphémérité, que la neige, ça l'apparaît puis ça disparaît au printemps. Puis aussi le fait que, il y a la monumentalité. Des montagnes de neige, ça l'apparaît, ça déforme le paysage au complet. Puis pourtant, on dirait que culturellement, on oublie même que ça existe. Genre, quand arrive le printemps. Fait que cette cohabitation-là, ça me fascinait beaucoup. Puis je trouvais que ça faisait que la montagne de neige devenait un lieu parfait pour proposer une installation comme un peu mythique ou mystérieuse à l'intérieur. Parce que là, tout d'un coup, ça n'a pas de connotation en soi. C'est une butte de neige, ça peut être un igloo, ça peut être... Puis là, je laissais ça libre à interprétation. Fait que c'est vraiment les gens qui décidaient comment ils connotaient cet amoncellement-là, tu sais. Mais tu l'as dit, hein, c'est vraiment mystérieux. Nous, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la montagne de neige, parce que là, il n'y a aucune documentation, il n'y a aucune photo, rien. Donc, notre manière à nous, aux visiteurs, de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la montagne, vu qu'elle n'existe plus, c'est, en visitant ton installation, c'est par, justement, les témoignages des gens que tu as enregistrés. Ouais, c'est ça? C'est ça. Donc, concrètement, comment tu as créé une installation avec ça? Comment tu l'as mis en espace? Comment tu as fait des choix? Dans le fond, le but était beaucoup de créer, justement, de créer une installation où on pouvait revivre un peu ce que les gens avaient à transmettre, mais pas tu sais, c'est pas juste de montrer des vidéos en soi, c'est de parler de la transmission orale. On s'entend, il n'y a pas les personnes physiquement qui sont là. Cependant, il y a un genre de dispositif qui permet un peu de revivre à travers la transmission orale. En fait, qui met de l'accent le témoignage, mais par le biais de la transmission orale. Fait qu'on se ramasse plus dans En fait, on se ramasse devant des rétroprojections. Puis ces rétroprojections-là, on entend, c'est les personnes qui parlent, mais en temps réel. Puis on se ramasse un peu à les écouter, mais pas avec des écouteurs. C'est comme d'écouter quelqu'un pour moi. C'est ce que je voulais reproduire comme expérience, une genre d'expérience physique où on se ramasse à
à être devant quelqu'un, puis à recevoir ce qu'il dit, mais pas juste ce qu'il dit en termes audio, parce que pour moi, la transmission orale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de subtilité que seulement ce qui est auditif, mettons. Fait que toute cette... il y a l'intonation puis ces choses-là, mais il y a aussi le langage corporel de ça, qui pour moi est une part vraiment importante, puis encore là, qui est très immatérielle, on va dire, puis on dirait que ça me fascine que la transmission orale, c'est comme un médium qui est plus vieux, qui est imparfait, on s'entend, mais qui est plus vieux même que l'écriture en soi. Tu sais, que ça a été une méthode de transmission qui a perduré à travers le temps, puis qui aujourd'hui est... je trouve que c'est intéressant de la remettre en valeur, mettons. Donc là, dans ton projet, l'œuvre, c'est pas la montagne de neige. L'œuvre, elle prend la forme d'une installation multimédia, mais comment tu décrirais... En fait, l'œuvre, c'est l'expérience des visiteurs. Oui, mais c'est ça, pas mal plus. Justement, tu sais, quand on rentre dans l'installation initialement, tu sais, l'exposition parle de quelque chose qui est absent, qui n'est pas présent, qui est comme l'intérieur d'une montagne de neige où on n'a pas accès. Fait que là, on veut souvent au début comme savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis la seule manière de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est de passer à travers des gens qui, eux, l'ont vécu. C'est des gens de toutes les générations, on s'entend, là. Il y a des enfants de 10-12 ans, puis il y a des personnes jusqu'à 85 ans à peu près. Fait qu'il y a comme toutes les générations, puis la manière dont c'est transmis change. Aussi avec c'est vrai, avec les professions que ces gens-là, tu sais, toute cette transmission-là, elle existe aussi à travers leur bagage à eux, tu sais. Mais justement, quand on s'y présente, on les écoute, on les entend, puis on réalise que ils sont tous différents, puis que dans le fond, on se ramasse à vivre un peu leur subjectivité. Puis il y a peut-être, on dirait que par accident, on se ramasse à contempler un peu comment eux ont vécu les choses. Fait qu'au final, de savoir l'intérieur de la montagne devient peut-être plus secondaire, ou en fait, on se pose la question, ou la question se pose en tout cas, c'est quoi l'œuvre d'art? C'est-tu la montagne de neige? C'est-tu les témoignages en soi des gens qui te parlent, qui sont l'œuvre d'art? Ou c'est l'expérience que moi, en tant que spectateur, j'en fais de ça? Puis dans le fond, l'ordre dans lequel j'y reçois, puis même qu'est-ce que moi je retiens de ces choses-là. Fait que tout d'un coup, l'œuvre d'art en soi, c'est pas quelque chose qui est extérieur à quelqu'un ou est pas devant moi, puis moi, je suis extérieur à ça, puis je constate des choses. Tout d'un coup, il y a comme un engagement qui se crée, puis je me ramasse à mon expérience, c'est l'œuvre d'art. Moi, ce serait ça un peu la finalité de l'expérience que je veux proposer, là, ou ma manière de voir les choses, c'est beaucoup ça, maintenant. Ton projet, tu l'as intitulé « Projet Samoth ». Parle-moi du titre. Pourquoi tu as choisi ça? Bien, Samoth, c'est un anagramme de Thomas. Puis dans la Bible, Thomas, c'est un des apôtres qui, lors de la résurrection de Jésus, en fait, il ne croyait pas. Il a mis ses doigts dans la plaie de Jésus parce que justement, il voulait le toucher. Il voulait, comme par désir empirique, on va dire. Puis justement, ça me fascinait ce rapport-là où dans la montagne de neige, dans le projet Samoth, on n'a jamais accès à cette vérité-là empirique. Nous, en tant que spectateurs, on se ramasse à regarder des gens, écouter des gens qui t'en parlent, mais il y a comme une distance qui est indivisible. Là. Tu peux pas te rapprocher de... Plus tu en écoutes, on pourrait dire que plus tu es certain de ce qu'il y avait dedans, mais là, les témoignages sont tellement variés que tu te ramasses à jamais pouvoir savoir exactement ce qu'il y avait dedans. Faut toujours passer par quelqu'un. Fait que tout d'un coup, on n'aura jamais cette réponse-là empirique. Fait que c'est pour ça que je me suis amusé un peu à inverser ces lettres-là pour faire Samoth à la place. C'est ça qui prend aussi tout son sens dans son projet, qui est vraiment intéressant dans ton projet. Je trouve que c'est la nécessité pour les spectateurs de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, pour comprendre sa réalité, pour avoir accès à ce qu'ils ne verront jamais, dans le fond. Ça parle aussi beaucoup de notre rapport à l'autre dans la société. Oui, exact, vraiment. C'est un genre de... Moi, c'est beaucoup pour... En fait, ma conviction dans des projets comme ça, où mon désir, c'est un peu de travailler ce muscle-là, que je trouve qu'on ne travaille jamais assez, qui est l'ouverture d'esprit. Puis justement, je trouve que de justement réaliser que une personne que je connais pas a une richesse subjective qui est flagrante, mettons, mais qui, tu sais, c'est facile pour nous, pour tout le monde, de savoir notre richesse, puis notre complexité subjective, mais de la constater chez les autres, c'est toujours je trouve que c'est toujours quelque chose qui doit être renouvelé pour savoir que
que l'autre aussi a une richesse qui mérite d'être entendue. Puis je trouve que dans ce projet-là, justement, ça permet ce genre de constat-là. Puis que ben là, on le vit dans la galerie. Mais après ça, mon espoir, c'est beaucoup que quand on ressort, ben vu qu'on a entraîné ce muscle-là de quelqu'un qu'on connaît pas, ben après ça, la prochaine personne qu'on va rencontrer qu'on connaît pas, ben on peut tout d'un coup suspecter que elle a aussi une richesse qui mérite d'être entendue. En tout cas, là, tout d'un coup, l'intolérance ne peut pas exister dans un monde comme ça. Tu sais. C'est une invitation à vivre l'expérience. C'est mystérieux. J'espère que vous allez en profiter jusqu'au 8 mars 2025. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.